Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Bérénice, bienvenue à What Moves You. Merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Je sais que juste avoir ton contenu sur Internet, je sais que l'audience va tellement être chanceux d'avoir la chance d'avoir ton expérience et tes connaissances et tes conseils à travers l'épisode d'aujourd'hui. Fait que pour commencer, je voulais un peu te laisser te faire une introduction. Fait que expliquer peut-être aux gens, t'es qui, c'est quoi qui t'a amené dans ton milieu pour bien commencer tout ça. Bien sûr. Eh bien, écoute, déjà, merci de m'inviter. Donc, moi, je suis Bérénice, je suis psychologue, du coup, en France. Moi, je ne fais que de la visio, c'est-à-dire que je ne vois mes patients qu'en visio, j'ai pas de cabinet, je suis chez moi. Le matin, je me lève à 8h45 pour commencer à 9h et c'est super. Je suis psychologue, du coup, spécialiste en TCC, donc en thérapie comportementale et cognitive. Et je me suis spécialisée aussi dans la prise en charge de l'anxiété, des troubles anxieux et des TOC. La raison pour laquelle moi j'en suis arrivée déjà à être psychologue, c'est parce que j'ai souffert moi-même d'un trouble anxieux quand j'étais au lycée. C'était pas un TOC, c'était de l'anxiété sociale qui a amené à une phobie scolaire. Donc moi j'ai failli rater ma première année de lycée, j'ai failli la rater, j'ai failli la redoubler parce que au bout d'un moment j'étais plus capable d'aller en cours, donc mes notes ont chuté, etc., etc. Tout ça à cause de l'anxiété. Et à un moment donné, il a fallu que je voie quelqu'un et j'ai trouvé une merveilleuse psychologue qui faisait de la TCC et qui m'a aidée et qui m'a parlé de l'exposition et où vraiment, en fait, là où ça faisait, je pense, bien 2-3 ans que je souffrais et où vraiment mon anxiété sociale, elle a flambé quand j'étais en seconde. En quelques mois, vraiment, grâce à l'exposition, c'était parti, ça avait bien diminué en tout cas, il a fallu encore continuer, consolider derrière, mais ça s'est vraiment bien amélioré. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie d'être psychologue et c'est cette personne-là qui m'a donné envie d'être psychologue. Donc j'ai fait ma licence, j'ai fait mon master et je me suis très vite mise sur les réseaux sociaux. En fait, comme j'ai toujours voulu faire de la visio, je me suis dit à un moment donné, il va falloir que tu communiques autrement qu'en allant voir les médecins généralistes, etc., etc. Et en fait, à l'époque, j'avais mon copain qui lui était déjà un peu influenceur. Et il m'a dit mais en fait vas-y fais-le et il y avait très très peu de psy à cette époque parce que moi j'étais diplômée en 2019. Je me suis lancée sur Instagram en 2019, il y avait très très peu de psy à cette époque et ça a très très bien fonctionné et en fait je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de psy qui n'étaient pas totalement bien formés à la prise en charge de l'anxiété et je me suis dit ok bah pourquoi pas être potentiellement la psy que j'aurais voulu avoir parce que avant de voir la psy qui m'a vraiment aidée, j'en ai vu plusieurs qui n'y connaissaient rien, qui ne savaient pas du tout de quoi il ou elle voulait parler. Donc je me suis dit ok pourquoi pas être moi j'aime bien dire que en fait j'espère être la psy dont j'aurais eu besoin quand moi j'étais adolescente. Donc c'est vraiment ça en fait qui m'a donné envie d'abord de me spécialiser dans l'anxiété et puis une fois dans l'anxiété j'ai découvert le TOC et en fait le TOC alors moi, j'ai eu des pensées intrusives, j'ai encore des pensées intrusives, mais j'ai jamais eu de TOC à proprement parler parce qu'en fait, je sais comment ça fonctionne, donc j'arrive à ne pas en développer. Mais en fait, j'ai trouvé ça passionnant parce que, et on le verra plus tard, t'as énormément de formes de TOC et je trouve ça vraiment passionnant. Et là, on est vraiment sur un intérêt. Tu sais, je suis partie sur la spécialisation de l'anxiété par intérêt aussi personnel parce que je sais ce que les gens vivent. Pour le TOC, je sais pas vraiment ce qu'ils vivent parce que j'ai des pensées intrusives, mais j'ai pas de TOC à proprement parler. Mais c'est passionnant et je vois aussi pareil qu'il y a trop peu de psychologues qui sont formés et qui sont réellement bien formés à la prise en charge. Ouais, c'était une longue présentation, je suis désolée. Mais non, c'est parfait. Puis juste rapidement, ça me surprendrait, mais au cas où il y a quelqu'un qui écoute que c'est la première fois qu'il entend le mot TOC. C'est quoi en long? C'est trouble compulsif. Je vais te laisser le faire. C'est un trouble obsessionnel compulsif qui était presque. T'as juste oublié l'obsessionnel au milieu. Les deux. Alors, en gros, et on va donner d'autres exemples plus tard, mais le trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble qui se manifeste par la présence d'obsession. Une obsession, c'est une idée récurrente qui va rester dans ta tête encore et encore malgré tout ce que tu vas faire pour t'en débarrasser. Et la compulsion, c'est un comportement, alors un comportement physique ou mental, hein, on verra tout à l'heure, que tu vas mettre en place pour
calmer soit l'obsession, soit l'émotion qui est associée à l'obsession. Et la plupart du temps, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle vraiment de trouble obsessionnel compulsif, parce que la plupart du temps, enfin dans 99% du temps, tu as les deux. Et la compulsion vient gérer soit l'obsession, soit l'émotion qui est engendrée par l'obsession. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui se renforce en fait. L'obsession vient donner lieu à la compulsion et la compulsion vient renforcer l'obsession. Puis en fait, moi, pour contexte, là, qu'est-ce qui m'a tellement accrochée, je savais que c'est un sujet que je voulais aborder sur le podcast parce que je sais que ça touche beaucoup, puis c'est peu discuté, je trouve, à mon avis. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment accroché de ton profil puis de ton contenu, c'est non seulement la manière que tu le présentes, c'est très comment je vais dire ça? Ton contenu donne les outils aux gens. Puis ça, je trouve ça vraiment important parce que parfois, c'est pour soit quelqu'un qui ont pas les moyens d'aller voir un psychologue ou pour qui, tu sais, cette étape-là sont pas prêts. Je trouve que tu partages vraiment des outils concrets que les gens peuvent eux-mêmes intégrer dans leur vie, qui peut leur donner ce petit coup de main en attendant ou tout court. Mais qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est très... tu vas directement à les petites pensées récurrentes ou les idées qu'on peut parfois avoir. Puis moi, c'est ça qui m'a accrochée. Puis c'est vraiment, on s'en est parlé à micro fermé, mais c'est vraiment qu'est-ce qui m'a amené à vouloir amener cette conversation-là sur le podcast. Parce que je pense que même moi, j'avais un peu la misconception que un TOC, c'était vraiment des comportements compulsifs, mais j'avais pas catché qu'il y avait vraiment l'aspect que ça peut être juste dans ta tête. Pas dans le sens que tu l'inventes, mais dans le sens que l'obsession se fait dans ta tête. Puis en fait, il y a un de tes posts que j'ai vu que justement, genre, t'avais mis une idée, je pense que je me suis même mis en note. Mais j'ai besoin de savoir maintenant. Genre, c'était vraiment ça ta ligne. Puis là, t'avais comme un carrousel. J'ai fait, oh boy, genre, moi, je fais ça tout le temps. Ça l'a comme, c'est ça qui a un peu fait le fait, wow, OK, il y a peut-être plus que qu'est-ce qu'on voit d'habitude sur les TOC. Fait qu'en fait, j'aimerais commencer par là. C'est quoi le spectrum qu'on peut avoir de TOC? Est-ce qu'il y a différentes sortes? Je te laisse un peu nous mettre un peu des lignes directrices là-dessus. Alors, il y a... j'ai envie de te répondre oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, le TOC, c'est vraiment un mécanisme et ça peut toucher à tout. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai dit, le trouble obsessionnel compulsif, c'est la présence d'obsession et de compulsion. Tu peux avoir ça sur n'importe quoi. C'est juste que il y a beaucoup de thèmes qui existent. Alors, les thèmes, ils vont se baser sur le contenu des pensées, sur le contenu de tes peurs. Le processus est le même pour chaque. C'est-à-dire que si tu as un TOC de vérification et que, par exemple, tu n'es pas capable de sortir de chez toi sans vérifier 20 fois si ta porte est bien fermée, ou que derrière, tu as un TOC, du coup, par exemple, qui est le fait d'avoir des obsessions et des compulsions sur ta relation amoureuse, eh bien, c'est la même chose. Tu as les mêmes obsessions, enfin, le même mécanisme d'obsession, le même mécanisme de compulsion, avec certains mécanismes qui sont aussi pareils, qui sont là, comme l'intolérance à l'incertitude, l'intolérance au doute, et ce qu'on appelle aussi l'intolérance à la détresse émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas supporter d'être mal et de ressentir une émotion désagréable. Après, à partir de ce moment-là, tu peux vraiment avoir un TOC sur tout. C'est juste que t'en as beaucoup qui se ressemblent et donc au bout d'un moment, t'as des gens qui vont se rassembler et donc du coup, on s'est rendu compte que ah bah oui, effectivement, il y a des TOC avec certains thèmes qui sont plus prédominants que d'autres. Par exemple, les TOC de lavage, les TOC de vérification, tu en as énormément. Les phobies d'impulsion, qui sont aussi un TOC, mais dont on parle un peu moins parce que pareil, phobie d'impulsion, tout peut se passer dans la tête. Et les compulsions peuvent être mentales, d'ailleurs c'est le terme, c'est ce qu'on appelle des compulsions mentales. C'est moins connu, mais c'est très courant aussi. Et pareil, phobie d'impulsion, ça peut aller de la peur d'agresser un enfant, à la peur d'agresser quelqu'un dans la rue, à la peur d'agresser ton conjoint, ta conjointe, à la peur de te suicider, à la peur d'agresser sexuellement ton chat ou ton chien, à la peur de je sais pas moi, de rouler sur quelqu'un sans t'en rendre compte, ou en le voulant, et voilà. Et en fait, tu peux avoir énormément de choses. Et tu vois, juste dans ce thème-là, des TOC qui sont les phobies d'impulsion, tu as énormément de choses. Au niveau, par exemple, des TOC de contamination, donc les gens qui vont se laver, etc., tu peux avoir peur de plein de choses. Tu peux avoir peur de l'amiante, tu peux avoir peur des microbes, tu peux avoir peur du sang, tu peux avoir peur du sperme, tu peux avoir peur de plein de choses. Et en fait, tu vois, rien que sur ces thèmes-là, tu as des sous-thèmes
Et en fait, ça peut toucher à tout. Tu as un TOC aussi qui s'appelle le TOC de religion, où les gens vont prier compulsivement. Et ça, pareil, en fait, t'as des gens qui vont prier dans leur tête, sans cesse. Et en fait, souvent, ce sont des personnes qui ont une vie parfaitement normale en extérieur, et finalement, pas tant que ça, parce que dans leur tête, ça rumine, et c'est toujours en train de penser, et c'est ça le principe de l'obsession, en fait, c'est que ça reste, et tu y penses, et au bout d'un moment, tu n'en peux plus, et donc, tu vas mettre en place un comportement compulsif, etc. Mais, tu vois, par exemple, moi, je sais qu'une fois, j'avais déjà eu un patient, alors qu'il va beaucoup mieux maintenant, hein, qui avait une pensée magique. Alors, c'est le TOC de la pensée magique, hein, où ce monsieur-là, il ne pouvait pas traverser les passages piétons en touchant les bandes blanches, parce que s'il touchait les bandes blanches, il avait peur que sa mère meure. OK. Tu vois? Et ça, c'est un TOC aussi. Et en fait, du coup, moi, pour me demander est-ce que c'est un TOC, je me pose pas la question de à quoi il pense ou de quoi est-ce qu'il a peur. Parce qu'en fait, tu vois, cette patient-là, moi, c'était vraiment la première fois. Alors, c'était il y a un an, mais il y a un an, j'avais quand même plusieurs années d'expérience dans le TOC. C'est la première fois que je voyais cette personne-là. Et que je voyais ce genre de TOC. J'ai déjà eu aussi une patiente qui avait peur, par exemple, d'être sale au niveau de ses vêtements. Et donc, son TOC se manifestait uniquement au niveau de ses vêtements. Au niveau du reste, pas du tout. Et en fait, tu vois, ça, c'est un TOC aussi de lavage qui est vraiment particulier parce qu'en fait, parfois, ça va se manifester sur un seul élément. Alors qu'en fait, parfois, tu vas avoir dans les TOC de lavage des gens qui vont prendre des douches à outrance. Elle n'achetait pas de vêtements. J'ai déjà eu aussi une patiente, et pareil, ça rentre dans aucun thème. Une patiente qui avait peur de toujours se tromper quand elle achetait des vêtements. Pareil, le fait de te parler des vêtements, ça me fait penser à cette patiente-là. Cette patiente-là ne pouvait pas aller acheter des vêtements parce que elle avait toujours peur que le vêtement qu'elle achèterait, il y en aurait un mieux. Et donc, elle était toujours dans ce truc-là de oui, mais il y en a un mieux. Et donc, aller faire les magasins, c'était horrible. Et finalement, elle est venue me voir un jour parce qu'elle n'avait plus rien à se mettre. Elle avait été enceinte. Elle était enceinte, elle devait se racheter des vêtements et impossible de se racheter des vêtements parce que à chaque fois qu'elle y allait, elle avait l'impression qu'elle allait avoir quelque chose de mieux. Et tu vois, ça, c'est des TOC qui ne rentrent pas dans des thèmes qu'on connaît habituellement. Donc en fait, moi souvent, et c'est pas facile, hein, et vraiment, je pense qu'il y a que quelqu'un qui s'y connaît, qui est bien formé, qui peut le savoir, mais en fait, c'est vraiment la question de est-ce que j'ai des pensées récurrentes qui restent dans ma tête et est-ce que je mets en place des comportements palliés à ces pensées-là. Si la réponse est oui à ces deux questions, peu importe le thème, peu importe le contenu des peurs, c'est un TOC. Que ce soit un TOC sur une obsession de lavage, une obsession de vérification, une obsession de symétrie, d'ordre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment les mécanismes. OK. Puis là, j'ai plusieurs questions. Je vais toutes les dire juste pour être sûre de ne pas les oublier, puis on les fera une à la fois. Ma première question qui est venue en tête, c'est comment quelqu'un, je sais pas comment bien exprimer ça, là, parce que c'est pas nécessairement de la faute de la personne, mais comment quelqu'un commence à avoir un TOC? Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés puis c'est déjà, tu sais, sont juste programmés comme ça, ou c'est quelque chose qui se développe avec le temps? Ma deuxième question, c'est un peu, peut-être on pourrait prendre un exemple vraiment commun, puis pour quelqu'un qui a jamais vécu ça, je serais curieuse si tu es capable de nous expliquer comment ça se passe dans la tête de quelqu'un, tu sais, avec un enfant vraiment commun et simple, là, comme c'est quoi le processus que la personne vit, tu sais, dans sa tête ou bien physiquement. Ouais, je vais commencer avec ça. Alors, pour répondre à ta première question, non, il n'y a pas de programmation, entre guillemets, par rapport au TOC. Il n'y a pas de gène. En tout cas, pour l'instant, la science n'a pas trouvé de gène, et de manière générale, pour l'anxiété, mais pour tous les troubles, en fait, il n'y a jamais qu'un seul gène. Il y a toujours ce qu'on appelle des hypothèses psychophysio, environnementales, un truc dans le genre, voilà. Ou en gros, t'as plusieurs facteurs. Tu vas avoir le facteur donc effectivement de génétique. On sait que, par exemple, tu as des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle une personnalité anxieuse, où en fait, on se rend compte que à même intensité émotionnelle, leur corps réagit plus intensément. Et donc là, on a ce qu'on appelle une intensité, une personnalité anxieuse. Après ça, on ne sait pas encore si ça se développe, je sais pas, par exemple pour la grossesse, est-ce que ça se transmet. Je sais que là où on a un peu plus de certitude, c'est que l'éducation joue énormément. Rien que le fait que si tes parents sont anxieux, tu as 90% de chances d'être aussi touché par de l'anxiété. C'est la même chose pour les TOC. Et
t'as aussi beaucoup de patients qui ont des TOC parce que leurs parents avaient des TOC. C'est juste qu'ils ne le savaient pas. Mais en fait, tu vois, et moi, quand je parle de ça, je repense toujours à une patiente que j'avais vue une fois et qui me disait, mais en fait, quand vous m'en parlez, je revois ma mère qui, à chaque vacances, à chaque départ de vacances, vérifiait et prenait une demi-heure pour vérifier toutes les prises, tous les appareils électroniques, tous les appareils ménagers, etc., etc. Et en fait, elle me disait, mais à chaque départ en vacances, même quand on partait en week-end, elle prenait une demi-heure pour vérifier. Et on savait il fallait absolument pas l'interrompre parce que sinon, elle piquait une crise. Et en fait, tu vois, genre, moi, j'entends quand elle me dit, elle piquait une crise, potentiellement, l'anxiété flambait, en fait. Parce qu'effectivement, quand tu interromps un rituel, c'est très compliqué pour la personne que tu as interrompue. Et en fait, cette patiente-là, elle avait aussi un TOC. Et la plupart du temps, en fait, quand tu as des TOC, moi, je demande, mais vos parents, ils étaient comment? Est-ce qu'ils étaient anxieux? Et ouais, dans les 3/4 des cas, alors je te dis ça, c'est pas du tout scientifique, hein, c'est vraiment de mon expérience à moi. Dans les 3/4 des cas, t'as toujours un des deux parents qui a à minima de l'anxiété, parfois carrément un TOC. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, en dépit de la génétique, c'est surtout ça qui joue en fait par rapport à, tu vois, quand les gens se demandent, oui, est-ce que je peux transmettre ça à mon enfant? Alors au niveau de la génétique, non, ou en tout cas pour l'instant, c'est non, et à voir comment la science évoluera dans les prochaines années, mais en tout cas, au niveau de des habitudes et des comportements par imitation des enfants, ça se transmet assez fortement. Après, il y a aussi un autre truc et que je vais dire et qui va peut-être effectivement faire peur, c'est qu'en fait, c'est très facile de développer un TOC. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certaines lois du conditionnement. Alors, je vais pas te développer tout ça parce que moi, je trouve ça passionnant, mais pour en avoir déjà parlé à mon entourage, ça emmerde tout le monde, donc je vais essayer de te rendre ça le plus digeste possible. Mais en fait, c'est simple. Tu vois, ce qu'on appelle le conditionnement opérant, pour que les gens, s'ils veulent aller voir, ils peuvent aller voir. Le conditionnement opérant, c'est le fait que ton environnement va venir jouer un rôle par rapport à tes comportements à toi. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais, je raconte n'importe quoi, un jour, tu étais dans le métro et tu trouves que tes mains sont sales, quand tu rentres chez toi, tu te les laves, ça te soulage. Le fait que ça t'ait soulagé, ça fait que la prochaine fois que tu vas sentir que tes mains sont sales, tu vas avoir envie de recommencer parce que la dernière fois, ça a fonctionné, ça t'a soulagé. Et en fait, ça, c'est tout simple. C'est ce qu'on appelle un conditionnement avec, du coup, du conditionnement opérant. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'un trouble se manifeste et qu'un TOC se manifeste. C'est-à-dire que c'est simple. Il suffit qu'un comportement te rassure pour que tu le remettes en place. Et le problème avec le TOC, c'est que plus tu mets en place une compulsion, parce que ce comportement-là, du coup, c'est ce qu'on appelle une compulsion, plus tu mets en place une compulsion, plus tu donnes du crédit à la pensée. C'est-à-dire que, par exemple, et du coup, je vais en profiter pour répondre à ta deuxième question en même temps, au niveau de la tête et de la logique de quelqu'un qui a un TOC, tu vas avoir plusieurs choses. Tu vas premièrement avoir ce qu'on appelle une pensée intrusive. C'est-à-dire que la pensée intrusive, tout le monde en a. Tout le monde a déjà eu des pensées où, tu vois, genre même moi, juste hier, à un moment donné, je me suis levée et en fait, j'ai donné un coup de genou dans mon chat. La pauvre. Et en fait, ça arrive à tout le monde, hein. Sauf que moi, tu vois, j'ai eu cette pensée intrusive de, mais si ça se trouve, tu l'as fait exprès. Et en fait, tu vois, si on parle de cette pensée intrusive-là, alors moi, j'ai réussi à la stopper directement et je suis partie sur autre chose, mais pour quelqu'un qui peut avoir un TOC, tu vas avoir ce qu'on appelle derrière une obsession et du coup une interprétation de cette pensée intrusive-là où tu vas te dire, en fait, si jamais je l'ai fait exprès, alors ça veut dire que je suis un monstre. Et en fait, tu as cette interprétation-là où les gens ils vont pas rester au stade de pensée intrusive en mode c'est vraiment une pensée comme une autre et tout le monde a ça. C'est en fait j'ai eu cette pensée et si j'ai eu cette pensée, ça veut dire. Et ça veut dire que c'est déjà le premier pas vers le TOC, c'est le premier pas vers l'obsession. Et puis une fois que tu t'es dit que tu étais un monstre, bah là tu vas avoir énormément de biais cognitifs qui vont se mettre en route où tu vas te dire bah oui, je suis un monstre parce que je me rappelle la dernière fois, j'ai marché sur la queue de mon chat. Si ça se trouve, ça aussi je l'ai fait exprès. Et puis tant que je suis un monstre, la dernière fois j'ai vraiment fait beaucoup de peine à ma mère et donc ça veut dire que je suis un monstre. Et puis la dernière fois, j'ai oublié de m'arrêter au passage piéton alors qu'il y avait quelqu'un où j'ai pas fait attention. Ben si ça se trouve cette personne-là, je lui ai fait de la peine. Et tu vas avoir des obsessions qui vont être générées aussi par des biais cognitifs. Et puis une fois ces obsessions-là, bah en fait, ça va créer de l'anxiété. En fait, je pense que tu es d'accord avec moi. Si tu commences à te dire que t'es un monstre et que tu agis mal et que ton chat tu l'as blessé et que t'as fait exprès et que ta mère tu l'as blessé, t'as fait exprès et que cette personne-là que t'as pas laissé passer au passage piéton, tu lui as fait du mal, tu vas te sentir très mal. Et dans le TOC, on parle souvent d'anxiété, hein, mais t'as beaucoup d'émotions aussi dans le TOC. Tu peux avoir de la tristesse, tu peux avoir de la culpabilité, tu peux avoir du dégoût. Et donc une fois que t'as ça, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer de soulager ça. Et
Si par exemple, tu te rends compte, tu te dis, ok, je sais pas, emmener mon chat chez le vétérinaire pour être sûr qu'il n'est pas blessé et être sûr que je ne lui ai pas fait de mal. Le fait d'emmener ton chat chez le vétérinaire pour être sûr que tu ne lui as pas fait de mal, c'est la compulsion et ça va renforcer ta pensée. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces moments-là, ce que tu te dis, c'est parce que tu envoies comme signal à ton cerveau, c'est mais heureusement que tu as emmené ton chat chez le vétérinaire parce que si ça se trouve, tu lui aurais fait du mal et il aurait été blessé par ta faute. Et en fait, tu en arrives à venir casser cette pensée-là parce qu'elle génère une émotion qui est trop importante et qui est trop difficile à supporter. Le problème, c'est que du coup, vu que tu es venu donner du crédit à cette pensée-là en menant à bien ta compulsion, elle va revenir. Et la prochaine fois que, je sais pas moi, tu vas avoir le malheur de marcher et de toucher ton chat, tu vas avoir cette pensée-là à nouveau. Et là, le conditionnement opérant revient parce qu'en fait, la dernière fois que tu as eu cette pensée-là, tu as emmené ton chat chez le vétérinaire, ça t'a fait du bien, ça t'a soulagé, hein, le vétérinaire t'a dit, y a pas de souci, vous êtes pas un monstre, etc., etc. Et donc, pareil, ça te soulage parce qu'en fait, tu te dis, ok, quelqu'un m'a dit que j'étais pas un monstre. Le problème, c'est que si tu as besoin que quelqu'un te dise que tu n'es pas un monstre, potentiellement, la prochaine fois que tu vas à nouveau avoir cette pensée-là, tu vas à nouveau avoir besoin que quelqu'un te redise ça. Et ça, c'est vraiment le mécanisme du TOC. C'est-à-dire que tu as une pensée intrusive que tu vas interpréter comme signifiant quelque chose. Ça va générer des obsessions qui génèrent une émotion, qui génèrent un comportement qui va venir soulager l'émotion et donc l'obsession. Le problème, c'est que quand tu fais ça, en fait, tu dis à ton cerveau, mais heureusement que tu as compulsé, parce que sinon, ton obsession serait devenue vraie. Alors que tu n'en sais rien, mais tu ne prends pas le risque de faire attention à ça et de voir si c'est vrai ou pas. Ouais. Et donc, effectivement, c'est ça qui se passe, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment pour tout et n'importe quoi, TOC du couple, phobie d'impulsion, etc. Tu vas avoir des compulsions, tu peux avoir aussi des évitements. Là, par exemple, si je reprends l'exemple du chat, tu pourrais te dire, ok, j'approche plus mon chat. Voilà, et j'approche plus mon chat. Et donc là, pareil, tu envoies le signal à ton cerveau, mais ok, tu n'approches plus ton chat parce que sinon, tu prends le risque de lui refaire du mal. Et donc, de revivre à nouveau ce que tu as vécu. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait, dans la tête d'une personne qui a un TOC. Et donc, tu vois, c'est aussi comme ça que ça se développe. Et par exemple, j'en parle souvent, ça, au niveau du Covid, tu as eu énormément de TOC qui ont flambé parce qu'en fait, on nous disait, lavez-vous les mains, sinon vous allez attraper le Covid. Et en fait, on est sur, je n'ai pas envie d'attraper le Covid, donc je vais me laver les mains. Le problème, c'est que à la prochaine pensée intrusive sur le fait que potentiellement tu peux attraper le Covid, tu vas retourner te laver les mains. Et du coup, on part sur ce truc-là de, mais si je ne me lave pas les mains, je vais attraper le Covid. C'est un scénario catastrophe que je veux absolument éviter, donc je ne vais pas le faire. Et donc là, et en fait, tu vois, c'est très très simple en fait de développer un TOC. Mais l'avantage, c'est que c'est aussi simple, entre guillemets, de le faire partir. Ouais. Parce que oui, évidemment, je vais finir tout ça avec du positif, avec comment qu'on peut faire pour régler un TOC. Mais avant même, j'ai peut-être une dernière question, parce que là, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut rendre quelqu'un plus susceptible à partir sur la lancée plus obsessive d'une pensée intrusive? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois dans ta pratique qui pourrait, tu sais, qui rend quelqu'un plus susceptible à pas être capable de laisser aller cette pensée-là? Est-ce que c'est clair comment j'explique ça? Oui, je comprends. Alors, déjà, l'anxiété. Si tu as toujours été quelqu'un d'anxieux ou d'anxieuse, tu as un risque plus accru de t'accrocher à une pensée intrusive et de l'interpréter. Si tu as une tendance à la rumination aussi, alors ça c'est pareil, on sait pas trop d'où ça vient, on se dit que potentiellement il y a aussi une question d'éducation qui joue, et puis parfois juste tu es né comme ça et tu as tendance à ruminer parce que tu as eu des expériences de vie qui t'ont amené à ruminer. La rumination est aussi, d'ailleurs la rumination fait partie des compulsions mentales qu'on retrouve dans le TOC. Si tu as déjà cette propension-là, potentiellement tu vas avoir plus facilement tendance à interpréter une pensée intrusive comme signifiant quelque chose par rapport à toi. Si tu as une mauvaise estime. Pardon? Excuse-moi de t'interrompre. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la rumination, peux-tu juste rapidement l'expliquer, s'il vous plaît? La rumination, alors tu as plusieurs sortes de rumination, mais globalement, c'est quand tu penses toujours à la même chose. Alors, c'est un peu pareil que l'obsession, mais pas exactement. C'est-à-dire que l'obsession, tu essaies de t'en débarrasser. La rumination, la plupart du temps, les gens, ils essayent pas trop de s'en débarrasser parce que ça te donne l'impression de contrôler, ça te donne l'impression de trouver une solution. Et en fait, c'est vraiment quand tu retournes un problème dans tous les sens. Okay. C'est vraiment ça, ruminer. C'est ok,
j'ai eu un problème et je vais y penser et je vais me demander par exemple qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que je pourrais répondre la prochaine fois, comment j'aurais pu éviter cette situation-là, etc. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment de la rumination. C'est quand tu as un problème et que tu essaies de le résoudre. Et en fait, effectivement, la différence entre rumination et réflexion, c'est que ce n'est pas productif, la rumination. Parce que tu n'es pas vraiment, t'es vraiment dans je ressasse en fait. La réflexion, c'est vraiment je trouve une solution. La plupart du temps, les gens qui ruminent ne trouvent pas de solution. Ou ils en trouvent une fois sur 40. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment quand tu as cette tendance-là quand chaque événement arrive et que quelque chose se passe mal, tu vas le ressasser et y repenser et te demander qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, comment tu aurais pu éviter ça. Et puis pourquoi? Et parfois c'est aussi ça, tu as beaucoup de rumination et pourquoi c'est arrivé? Et donc tu vas essayer de chercher des raisons et la plupart du temps ça ne sert à rien parce que c'est passé. C'est ça la rumination. Je sais pas si c'est clair ou... Oui, c'est clair. Ok. Donc oui, si tu as déjà cette propension-là, tu vas plus facilement avoir tendance à trouver que tes pensées intrusives ont du sens. Et puis après, tu as aussi l'estime de soi. Et si tu as une mauvaise estime de soi, tu peux plus facilement avoir tendance à te dire que cette pensée-là veut dire que tu es quelqu'un de mauvais. Et donc derrière, tu vas tout faire pour aller mieux et tu vas tout faire pour renforcer en fait et rehausser l'estime de soi. Oui, c'est clair. Puis est-ce que dans toute ton expérience, tu sais, je pense qu'il y a on a tout un peu une idée de c'est quoi un TOC et à quoi ça peut ressembler dans ton... Puis je pense qu'il y a peut-être, à cause que ça ressemble pas nécessairement à ce qu'on a en tête, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire « Ah, ben, tu sais, ça, c'est pas moi. Moi, j'en ai pas un parce que ça ressemble pas à X, Y, Z. » C'est quoi un exemple, genre vraiment simple, vraiment commun, que souvent les gens savent pas que c'est un TOC, mais ça en est un? Je réfléchis, hein. Il n'y a pas de trouble. Un TOC qui est vraiment commun et les gens ne le savent pas. Je dirais certains TOC de vérification. Okay. Parfois, tu as des gens qui vont avoir des TOC de vérification, mais qui passent très bien dans le quotidien, comme par exemple la voiture. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour moi, ont un TOC par rapport à la vérification de la voiture. C'est-à-dire que ils peuvent revenir 2-3 fois vérifier si la voiture est fermée. Et en fait, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Enfin, après, ça dépend. Hein. Il y a dans le fait d'avoir un trouble, tu as aussi la dimension souffrance. Si ça ne te fait pas souffrir, ce n'est pas un TOC. Mais parfois, les gens trouvent ça normal. En fait, les gens se disent, oui, c'est normal, tout le monde le fait. Et en fait, on se rend pas compte qu'en fait, non, tout le monde ne le fait pas. Donc parfois, oui, tu as des TOC de vérification comme ça où les gens vont faire 2-3 vérifications et puis derrière, il va y avoir beaucoup de vérifications mentales aussi. Et c'est ça aussi qui est hyper important, c'est que t'as beaucoup de gens qui font beaucoup de compulsions mentales. Juste, ok, j'ai un doute, je peux pas aller vérifier ou j'ai de la flemme, je vais essayer de me remémorer comment j'ai fermé. Et parfois même, t'as des gens qui, quand ils vont fermer leur voiture, par exemple, vont dire à voix haute les étapes. Et donc, tu vois, parfois, t'as des gens qui vont, et c'est aussi une compulsion, hein, qui vont dire, ok, là, j'ai fermé, et ok, là, j'ai bien fermé la porte, et là, je retire la clé. Parce que comme ça, ils se disent, si jamais j'ai besoin de me remémorer cet instant-là la prochaine fois, je pourrais me dire que j'avais dit ça au moment où je l'ai fermé. Et t'as beaucoup de personnes qui font ça. Beaucoup de personnes qui se disent, je suis pas sûre d'avoir fermé la voiture, mais là, tu sais, je suis en train d'essayer de me rappeler et en fait, c'est une compulsion. Et potentiellement, c'est ça un TOC. T'as ça, et puis après, t'as aussi certains, au niveau des TOC de lavage. T'as énormément de personnes qui font beaucoup de vérifications, et où c'est pas normal. Mais parce que on déconne pas avec l'hygiène, mais parce que j'ai un bébé ou une personne âgée, etc., je ne me prends aucun risque. Le problème, c'est que le aucun risque, ça n'arrive jamais. Et le aucun risque, c'est vraiment un signal que potentiellement, ce que tu es en train de faire, c'est de l'intolérance à l'incertitude, de l'intolérance au doute. Et ça, c'est vraiment les deux moteurs du TOC. Et moi, je le vois notamment avec certaines amies ou certaines connaissances, voilà, par exemple des conjointes de collègues à mon conjoint à moi, où effectivement il va y avoir des moments où certaines personnes vont faire, je sais pas moi, 3 heures de ménage par semaine, et en fait si les 3 heures de ménage par semaine ne sont pas faites, c'est la catastrophe. Et en fait, tu vois, il n'y a pas de problème avec le fait de faire 3 heures de ménage par semaine, il y a un problème avec le fait d'être rigide par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable à un moment donné
soit de décaler un petit peu, soit de faire un petit peu moins, soit parfois juste de sauter, en fait, ces 3 heures parce que t'as pas le temps. Pour moi, il y a aussi une rigidité qui potentiellement peut ne pas te poser problème maintenant, mais qui potentiellement peut te poser problème à un moment parce que une fois que tu as ça, ça peut aller sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que le TOC, il a tendance à s'aggraver quand il n'est pas pris en charge. Et au début, c'est sur un thème et ça peut être sur un autre thème. Et souvent, en fait, moi, je dis, c'est vraiment la rigidité et le manque de souplesse qui va être assez significatif. Et moi, je le vois avec des personnes qui ont parfois ce que moi, je pense être des TOC de lavage. Pour eux, c'est normal. Et en fait, t'as beaucoup de rigidité et moi je le vois la dernière fois, j'ai été à un événement avec des amis et on s'est couché très tard et un de mes amis me dit franchement ma copine est trop chiante là, elle veut absolument qu'on fasse notre ménage alors que moi je suis fatiguée et elle veut absolument que je le fasse sinon ça va être la catastrophe et elle va m'en parler toute la semaine et ça va être horrible. Et là je me dis en fait ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Tu es censé pouvoir être souple et te dire soit je fais une petite partie maintenant et une autre petite partie demain et une autre petite partie après-demain. Soit tu te dis, je ferai la semaine prochaine, tant pis. Soit tu te dis, je ferai tout demain, etc., etc. Mais en fait, quand tu as tes règles rigides, presque militaires sur le ménage, pour moi, il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre de l'obsession compulsion. OK. Puis là, je vais faire un peu une transition dans le côté positif. Fait que l'espoir dans tout ça, c'est que c'est possible de les régler. Fait que je suis curieuse de savoir, pour ceux qui écoutent, qui se sont dit « Oh merde, genre, je pense que ça, c'est moi, que ça soit une affaire vraiment minime ou quelque chose de plus grand. » Je sais que dans ta pratique, t'aides les gens à, je sais pas si le bon mot, c'est guérir, là, mais à s'en débarrasser. C'est quoi tes meilleurs conseils pour les gens qui se retrouvent maintenant, que ça soit petit ou... On va commencer avec l'exemple d'un petit TOC, peut-être qui est plus facile à régler. Ouais. Comment qu'on fait ça? Alors, petit ou grand TOC, les techniques, c'est toujours les mêmes. Okay. C'est juste que tu mettras peut-être plus ou moins de temps à les mettre en place, mais les techniques, c'est toujours les mêmes. C'est vraiment de tout faire pour ne pas mettre en place la compulsion. Et ça, c'est hyper important parce que c'est hyper difficile, même si ça a l'air simple. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, genre, guérir un TOC, c'est très simple. En théorie, c'est-à-dire que tu dois arrêter tes compulsions. Il n'y a rien de plus simple. Et quand tu arrêtes tes compulsions, naturellement, tes obsessions vont diminuer et naturellement, tes angoisses vont aussi diminuer. Le problème, c'est que si c'était aussi simple, les TOC ne seraient pas la 5e maladie mondiale la plus handicapante. Je crois que c'est la 5e maladie mondiale la plus handicapante, au monde, qui est la plus handicapante. C'est pas si facile dans les faits. Et en fait, t'as plein de techniques qui existent. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé à un moment donné du décalage. En fait, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et moi, par exemple, avec certains TOC de lavage, certains TOC de vérification, ça fonctionne très très bien avec les TOC physiques ou les compulsions sur le physique. C'est-à-dire que tu te dis, ok, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai le droit de me laver les mains, j'ai le droit de prendre ma douche, j'ai le droit de vérifier la gazinière, le frigo, les fenêtres, etc., etc. Mais dans 20 minutes. Pendant 20 minutes, je fais ma vie. Et donc, si tu dois aller au boulot, tu descends de ton immeuble et tu attends 20 minutes. Si tu rentres chez toi et que tu veux te laver les mains, et tu fais ce que tu vas faire pendant 20 minutes. Et si au bout de 20 minutes, tu as envie de faire ta compulsion, tu peux la faire. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Au niveau des TOC mentaux. TOC mentaux, j'aime pas trop ce terme-là, mais parce que c'est vraiment compulsion mentale, mais il y a beaucoup de personnes qui appellent ça des TOC mentaux. Au niveau des compulsions mentales, tu vas aussi avoir ce qu'on appelle des réponses de non-interaction. En anglais, c'est non-engagement response. Et c'est quelque chose qui a été inventé par une psychologue américaine qui s'appelle Lisa Levine et qui consiste à te répondre quelque chose, mais qui ne va pas rentrer dans la compulsion. Donc, quelque chose de très neutre, tu vois. Donc, par exemple, si jamais tu as un TOC du couple où tu as peur, par exemple, de ne plus aimer ton ou ta conjointe, eh bien, tu vas pouvoir te répondre des choses du style « Ah, ce serait vraiment terrible ». Et en fait, tu vois, tu te réponds quelque chose, mais tu ne vas pas t'assurer. Tu ne vas pas faire cette compulsion mentale de « Mais si je l'aime, regarde, j'ai souri quand j'ai regardé sa photo, etc., etc. » On est vraiment sur quelque chose de très neutre. Et c'est pour ça que c'est vraiment le non-engagement, c'est-à-dire que tu ne t'engages pas dans une compulsion, tu n'interagis pas avec ton TOC, juste tu peux aussi faire de l'humour. Hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire de l'humour avec mes patients en leur disant « ce serait vraiment terrible. Hein. » Et parfois, je vais au-delà et je leur dis « Mais je pense que vous vous en remettiez jamais. Hein. » Et en fait, on rigole là-dessus. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui a aidé à dédramatiser de ces pensées intrusives-là et de ces obsessions-là.
T'as aussi la technique du sabotage qui fonctionne très bien aussi. C'est le fait de ne pas éviter tes pensées. Le problème, c'est que parfois, tu ne t'en rends pas compte. Et donc, quand tu t'es rendu compte que, j'ai fait un évitement et que j'ai tout fait pour ne pas penser à cette pensée-là, tu y repenses volontairement. Et ça, c'est vraiment une technique d'exposition. C'est, OK, j'ai tout fait pour éviter de penser, je sais pas, moi, à cette pensée intrusive que j'ai eue de moi en train de planter au couteau mon conjoint. OK, je vais y repenser volontairement. Et je vais m'imaginer planter mon conjoint avec un couteau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'en fait, le problème avec le TOC, c'est vraiment l'intolérance à l'incertitude, l'intolérance au doute et l'intolérance à la détresse émotionnelle. À partir de ce moment-là, il faut que tu augmentes cette tolérance-là. Donc, il faut que tu exposes les personnes, les patients, les personnes que tu vois et avec qui tu travailles à être dans l'incertitude, à être dans le doute et à ne pas savoir. Souvent, ils te disent ça, ils te disent, mais je veux savoir, tu vois. Et c'est ce que je disais dans le post dont tu m'as parlé au début, là, j'ai besoin de savoir maintenant. Ça, c'est vraiment l'intolérance à l'incertitude. Et en fait, la plupart du temps, les gens, c'est tellement dur pour eux d'avoir ces pensées-là qu'ils se disent, c'est horrible, je veux savoir maintenant si je suis capable de faire ça ou pas. Et en fait, dans la thérapie que moi je mène, je leur dis en fait non, on va pas savoir. Et on va attendre. Et on va attendre que l'anxiété diminue naturellement et pas la faire diminuer avec une compulsion parce que si vous la faites diminuer avec une compulsion, votre TOC a gagné parce que vous lui dites que sans la compulsion, vous n'auriez pas pu aller mieux. Et donc souvent, c'est ce que je dis. Mais après, voilà, c'est pas facile. Et moi, souvent, ce que je conseille, c'est vraiment de voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la prise en charge des TOC. OK. Fait que là, juste pour être sûr que j'ai bien compris ce que tu viens de me dire, quand c'est quelque chose plutôt physique, on peut tout simplement commencer en essayant de décaler la compulsion en elle-même. Fait que si c'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir besoin d'aller vérifier les fenêtres dans leur appartement, tu leur demanderais d'attendre 20 minutes avant d'aller vérifier les fenêtres. Puis si au bout de 20 minutes, ils veulent toujours, ils peuvent, mais au moins ils ont entendu. Puis j'imagine qu'avec le temps, là, t'augmentes. C'est ça. Le décalage. T'augmentes, ouais. Et du coup, s'ils ont envie, tu leur dis de le faire qu'une seule fois. Parce que s'ils veulent le faire une deuxième fois, ils réattendent 20 minutes, par exemple. Après, il dit 20 minutes, ça peut être 5, en fonction de comment ils se sentent. Mais oui, effectivement. Et puis, au bout d'un moment, oui, tu augmentes. Et à force d'augmenter, au bout d'un moment, ça n'aura plus de sens. Et en même temps, les obsessions disparaîtront aussi d'elles-mêmes. Moi, j'ai très peu de patients qui sont arrivés à 1 heure de décalage. Tu vois, la plupart du temps, déjà, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ça suffit pour arrêter de renforcer le cercle vicieux du TOC et donc pour avoir des obsessions. Et donc, en fait, au bout d'un moment, ils arrêtent, en fait, parce qu'ils n'ont plus envie de le faire et ils recommencent à partir de chez eux tranquillement. Puis, dans un cas où c'est un comportement mental, je vais te parler d'une stratégie qui est de tout simplement éviter d'en penser ou de se répondre avec une réponse neutre. Puis, si t'as fait l'exemple de éviter d'en penser, puis là, après ça, c'est important de s'exposer à cette pensée-là, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres techniques, mais voilà, là, si je devais donner les 2 meilleures et celles qui, pour moi, sont les plus facilement accessibles, quand on est tout seul et qu'on n'est pas en thérapie, ce serait vraiment ces 2-là. Puis, je suis juste curieuse du mécanisme. Lui, physique, c'est super clair, mais qu'est-ce que ça fait pour les gens si ils essaient d'éviter d'en penser, puis qu'après ça, ils s'exposent? Comment ça fait pour les aider? J'ai de la misère à un peu comprendre. En fait, quand tu as des compulsions mentales, les compulsions mentales, elles remplissent le même rôle que les compulsions physiques, c'est-à-dire faire diminuer l'anxiété. Le problème, c'est que, tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je t'ai dit que quand tu mets en place une compulsion, tu renforces le TOC. C'est la même chose avec les compulsions mentales, en fait. Et l'évitement, ça remplit la même fonction. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir cette pensée-là de « je m'imagine planter mon conjoint avec un couteau ». Ça va te générer de l'angoisse et donc te dire que c'est horrible et que tu pourrais faire ça et que non, tu pourrais pas faire ça parce que si c'est ça, ton conjoint il va mourir et s'il meurt, ce sera horrible, tu vas être malheureuse, tu vas aller en prison, etc., etc. En fait, si tu évites de penser à tout ça, tu viens renforcer l'idée que si tu y penses, alors tu vas le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu as ce truc-là en fait, il faut que tu t'y exposes pour que tu puisses te rendre compte que tu peux penser à ça. Que premièrement, ton anxiété va quand même diminuer, même si tu continues de penser à ça. Et deuxièmement, que ce que tu redoutes ne va pas se passer, même si tu penses encore à ça. Parce qu'en fait, plus tu vas éviter tes pensées, plus tu vas dire à ton cerveau qu'elles sont dangereuses. Parce que sinon, tu n'aurais pas besoin de les éviter, en fait.
Donc, si tu les évites, ton cerveau se dit elles sont dangereuses. Si elles sont dangereuses, de manière un peu contre-intuitive, ton cerveau il va se concentrer dessus. Parce que ton cerveau, et ça c'est vraiment un réflexe archaïque qu'on a, ton cerveau va se focus sur le danger. Le problème c'est que si tu évites une pensée, que tu veux éviter une pensée, si tu l'évites, ton cerveau va se dire que c'est un danger. S'il se dit que c'est un danger, il va se focus dessus. Et là, effectivement, c'est problématique parce que tu es dans une roue de hamster où tu évites une pensée qui revient en force parce que ton cerveau s'est dit qu'elle était dangereuse, que tu retentes d'éviter, etc., etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça marche plus et potentiellement que derrière, ça peut te donner des compulsions mentales comme tergiverser, comme débattre avec tes pensées, etc., etc. Et toutes ces choses-là, il faut arrêter parce qu'en fait, il faut que tu puisses avoir ces pensées-là en tête sans te dire que tu les adores, hein, mais que tu puisses te dire, en fait, je les ai, je sens que c'est désagréable, mais c'est tout. Et je ne vais pas tout faire pour m'en débarrasser parce qu'en fait, je sais que plus j'essaye de m'en débarrasser, plus je donne le signal à mon cerveau que je ne peux pas vivre avec. Fait qu'en fait, il faut pas les éviter, les pensées. Non, faut pas les éviter. OK. C'est pour Pardon, ça que c'était pas clair? C'est pour ça que j'avais mal compris, parce que je pensais que tu avais dit des éviter. Là, j'étais là, attends, ça marche pas. C'est bon. Fait qu'il faut pas inviter, puis à l'opposé, il faut pas les inviter, mais il faut te laisser l'espace d'avoir les pensées, puis de répondre à ces pensées-là de manière neutre. C'est ça. Right. Voilà. OK. Fait qu'une des choses aussi que premièrement, cet épisode me rouvre les yeux à tout ce qui est possible. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'expérience de plein des choses que tu as nommées aujourd'hui. Fait que ça rouvre mes yeux à les choses que les gens se retrouvent avec dans leur tête. C'est pas triste, mais j'espère que ça va générer un peu plus d'empathie de la part des autres. Mais une des choses que tu as mentionnées, c'est que ça peut se manifester dans un contexte de couple. Dans un contexte comme ça, je m'imagine que tu veux en parler à la personne avec qui tu es en couple, mais si c'est quelque chose aussi épeurant que vouloir les mettre un couteau dans leur estomac ou quelque chose de même, c'est assez difficile de t'en arriver à un point où que tu veux en parler sans que faire peur à l'autre. Qu'est-ce que tu fais dans une situation comme ça? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, tout dépend de pourquoi tu veux en parler. Par exemple, dans le talk du couple, tu as beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à parler de leurs obsessions pour se faire rassurer par leur conjoint ou leur conjointe. Dans ces moments-là, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas le faire parce que c'est une compulsion. Si tu en parles à ton conjoint ou ta conjointe parce que, je sais pas moi, tu as peur de ne plus avoir de sentiments pour lui ou elle, potentiellement que si tu fais ça pour te rassurer, alors encore une fois, tu envoies le signal à ton cerveau que tu dois faire ça pour te dire que tu l'aimes encore. Donc, c'est pas la bonne chose à faire. Donc là, pareil, on peut mettre en place du décalage. Par exemple, ça fonctionne très bien. Par rapport à la question de la phobie d'impulsion où tu as peur de planter ton conjoint ou ta conjointe, ça dépend encore une fois de pourquoi tu le fais. Et tu vois, je te dis, tout est vraiment question de quelle est la fonction de ton comportement. Est-ce que c'est une compulsion ou est-ce que c'est un évitement? Si par exemple, tu as envie d'en parler parce que, je sais pas, tu te sens trop mal et que tu veux soulager ta culpabilité, potentiellement ne le fais pas parce que c'est aussi une compulsion. Si tu as envie de le faire parce que, je sais pas moi, tu te dis que il faut que tu protèges, et bah pareil, ne le fais pas parce que potentiellement c'est une compulsion. Si à l'inverse, tu ne le fais pas et que tu n'as pas envie d'en parler parce que ça te ferait trop peur, bah là, il faut peut-être le faire. Parce que potentiellement, ce que tu fais, c'est un évitement. Tu vois, en fait, vraiment, que je te dis, tout est vraiment question de mécanisme, en fait, dans le talk. Parce que rien n'est jamais question de comportement en soi, rien n'est jamais question de thématique, rien n'est jamais question de contenu en soi. Tout est question de mécanisme et de fonction de ton comportement. Pourquoi tu fais ton comportement? Et si ton comportement a pour but de te rassurer par rapport à ton TOC ou de ne pas te faire expérimenter d'émotions par rapport à ton TOC, alors c'est que tu fais tout pour que ton TOC se renforce. Enfin, tu fais tout, entre guillemets. Hein. C'est que ce que tu fais, tu renforces ton TOC. Et là, effectivement, il faut le travailler. OK. C'est vraiment complexe. C'est complexe, hein. J'ai une dernière question, un peu à l'inverse, un peu de la médaille, pour que si quelqu'un est ami de quelqu'un ou en couple avec quelqu'un qui ont des TOC, c'est quoi la meilleure façon de les aider? Sans nécessairement, devenir une éponge à leurs problèmes puis à leur anxiété. Je dirais que déjà, la première chose à faire, et c'est vraiment pas intuitif, hein, mais je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment de ne pas
faire les compulsions pour l'autre. Il y a un concept qui existe dans le domaine du TOC qui s'appelle l'accommodation familiale. C'est quand les conjoints, les proches font les compulsions, aident les gens qui souffrent de TOC à faire les compulsions. Ça, c'est vraiment une fausse bonne idée. C'est-à-dire que tu as l'impression au début que tu vas l'aider et que, effectivement, là, la personne que tu aimes, elle est dans le mal et elle est en train de vérifier quelque chose et c'est horrible. Et tu as envie de te dire, en fait, je vais l'aider et je vais vérifier à sa place. Ça a l'air d'être une bonne idée parce que sur le court terme, ça va soulager. Sur le long terme, c'est aussi une compulsion. Et sur le long terme, en fait, remplacer la compulsion de la personne que tu aimes par ta compulsion à toi, ça revient au même. Ouais. Donc, déjà vraiment, et je sais que c'est difficile, mais c'est la première chose à faire, c'est ne pas compulser et ne pas répondre aux questions de réassurance non plus. Moi, je sais que dans le TOC du couple, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Mais est-ce que tu penses que je t'aime vraiment ? Est-ce que tu penses que je t'ai trompé ? Regarde, j'ai dit ça, qu'est-ce que tu en penses ? Etc. etc. » Ça, faut pas répondre. Ça, faut clairement pas répondre parce que c'est le meilleur moyen pour renforcer le TOC sans le vouloir. Et je comprends parfaitement que ce soit difficile et qu'on ait l'impression que c'est la bonne chose à faire. C'est clairement pas la bonne chose à faire parce que derrière nous, quand on va le travailler en thérapie, on va avoir ça à travailler en plus. Moi, je le vois avec certains patients. J'ai vraiment tout un pan de la thérapie où je travaille sur le conjoint, parce qu'en fait, les 99% de mes patients sont des patientes. Je travaille avec le conjoint et je dis au conjoint de venir. Alors, c'est l'avantage de la visio, le conjoint peut venir à quelques séances et on travaille avec lui, où je dois lui dire, en fait, et je dois lui expliquer le TOC et le phénomène du TOC et les mécanismes du TOC en disant tout ce que vous faisiez jusqu'à présent, vous avez arrêté de le faire. Même si elle vous supplie de le faire, il faut pas le faire. Et même si elle vous demande de vous rassurer, si elle vous pose des questions, il faut pas le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment de conseiller d'aller voir un psy. Parce qu'en fait, le TOC, c'est pas du tout quelque chose... c'est pas vraiment quelque chose qui va être facilement guérissable si tu n'as pas de thérapie. C'est pas en parlant, par exemple, que tu guéris un TOC. C'est pas juste en discutant que tu guéris un TOC. C'est en ayant vraiment une stratégie bien ficelée et pensée par rapport à ton fonctionnement qui va t'aider. Ça, si t'es pas professionnel de la santé mentale, tu peux pas le faire. Donc, clairement, soutenir, oui, il n'y a pas de souci. Dire, voilà, c'est difficile pour toi et je vais pas répondre à ta question, mais je peux rester avec toi le temps que ça passe et que l'anxiété, elle passe, etc., etc. Et ça, c'est super. Mais une fois que ça s'est passé, clairement, il faut vraiment conseiller d'aller voir un psy parce que vraiment le TOC, c'est vraiment pas un trouble qui se guérit rien qu'en discutant ou rien qu'en extériorisant. Ça fait du bien, mais ça fait du bien, c'est pas forcément du soin. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Juste, en fait, dès que vous pouvez, amener la personne à aller voir quelqu'un, essayer de trouver quelqu'un pour elle si jamais il y a besoin, etc., etc. Voilà. Aider peut-être à tout ce qu'il y a autour de la thérapie, mais vraiment encourager votre proche à aller en thérapie. Mais je pense que c'est important qu'on en parle, puis en espérant terminer sur une note peut-être un peu plus optimiste, je pense que c'est le fun de savoir que, pour la personne qui essaie d'aider, c'est pas, c'est pas ta responsabilité nécessairement de le guérir, puis que tu ne peux pas. Je pense que pour peut-être des gens qui écoutent, qui se retrouvent dans cette situation-là, que ça soit dans un contexte d'un couple ou même un ami ou peu importe, c'est pas parce que tu fais pas une bonne job ou t'es pas un bon partenaire que t'es pas capable d'aider avec ça, ça prend de l'aide supplémentaire. Puis j'adore qu'on a amené cette conversation-là parce que je pense que ça soit un gros, un moins gros, peu importe si tu veux utiliser ces mots-là, je pense que c'est important de savoir qu'il y a une porte de sortie, il y a une façon de pas vivre avec ça au quotidien, que ça soit quelque chose qui te cause un petit peu de souffrance ou même beaucoup. Fait que j'aimerais juste terminer un peu, si jamais il y a des questions que j'ai pas posées, des choses que tu aurais aimé que les gens sachent là-dessus ou de l'anxiété en général, de toi. Je te laisse un peu le micro pour ça, puis après ça, je vais avoir une dernière question plus générale au podcast à te poser. Écoute, non, je pense qu'on a parlé de tout. Je voudrais juste vraiment insister sur le fait que s'il y a des personnes qui ont l'impression parfois d'avoir un TOC et que parfois leur TOC leur dit qu'elles n'en ont pas, faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant. Et en fait, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, en fait, j'ai pris rendez-vous, mais je suis pas sûre d'avoir un TOC. Parce que ton TOC te fait douter d'avoir un TOC. Parce que si ton TOC te fait douter d'avoir un TOC,
potentiellement que tu vas compulser parce que tu vas te dire j'ai vraiment un problème. Et ça, c'est vraiment, premièrement, un motif de non-thérapie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se dire, en fait, ça sert à rien d'aller en thérapie pour le TOC parce que j'ai pas un TOC, j'ai vraiment un problème. Je suis vraiment pédophile, je suis vraiment zoophile, je suis vraiment folle, je vais vraiment tuer quelqu'un, etc., etc. C'est pas le cas. C'est pas vrai. Et il faut vraiment pas hésiter à compulser, à faire une thérapie. Donc ça, ouais, c'était la première chose vraiment que je voulais dire. Et puis, surtout, ne pas tomber dans le piège de mon TOC ne ressemble pas au TOC de telle personne. Parce que tu vois, même ce qu'on disait au début du podcast, même sur un même thème, les comportements ne vont pas être les mêmes, les évitements ne vont pas être les mêmes, les compulsions ne vont pas être les mêmes. Donc vraiment, faut se fier au mécanisme et au fait que j'ai des obsessions, donc des pensées récurrentes sur un même thème qui me font peur, et j'ai des compulsions ou des évitements, c'est-à-dire des comportements pour me rassurer. C'est vraiment là-dessus qu'il faut vraiment se tenir, parce qu'en fait, vraiment, ça peut toucher tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup trop de gens qui se disent, bah en fait non, c'est pas un TOC parce que ça rentre pas dans ce que je connais du TOC, alors qu'en fait si c'en est un, et que comme on l'a dit, il y a des super solutions. En fait, moi je sais que je fais souvent, enfin mes patients font souvent d'énormes progrès grâce à la thérapie par exposition et prévention de la réponse, qui est une thérapie qui est super et qui fonctionne très bien. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment une note d'espoir, c'est-à-dire que ça se soigne et on le sait, et avec les bonnes techniques, ça peut aller vite. Alors entre guillemets, parce que tout est relatif, hein. Si tu as un TOC depuis des années, ça prendra plus longtemps que quelqu'un qui a un TOC depuis un an, mais vraiment, en quelques mois, tu commences déjà à avoir des progrès, et c'est vraiment dommage que tu n'ailles pas voir un psy parce que ton TOC te fait croire que tu n'en as pas, ou parce que tu te dis que tu n'as pas le même contenu ou les mêmes peurs que quelqu'un d'autre. Absolument. Donc, je pense que c'est vraiment super utile. Puis même moi, je sais que j'en ai tellement appris dans la dernière heure. Fait que je suis sûre que les gens qui écoutent vont en avoir retiré beaucoup aussi. Fait que Bérénice, j'ai une dernière question pour toi. C'est un peu... c'est le thème général du podcast. J'ai nommé le podcast What Moves You. Parce que dans des moments, je sais qu'on n'a pas eu la chance vraiment de se partager mon histoire dans tout ça. Peut-être à micro fermé plus tard. Mais j'ai commencé le podcast à cause des événements personnels qui se sont passés, des problèmes de santé qui ont devenu un peu des problèmes mentaux, tout ça. Puis c'est une question que je suis revenue à cette question-là souvent pour trouver, tu sais, les petites choses. Souvent, on cherche le gros purpose puis les grosses raisons, mais des fois, les petites choses toutes niaiseuses comme aller dehors puis voir le soleil ou une bonne tasse de café, c'est assez pour... Tu sais, se donner le goût d'aller de l'avant, de prendre un autre pas, de se lever du lit le matin. Fait que ça soit ton gros why ou ton petit, les petites choses que tu fais pour toi à tous les jours, c'est quoi qui te move? Qu'est-ce qui me move? Je dirais que déjà, j'ai très envie d'aider les gens. Et que ça, c'est quelque chose qui me move et qui vraiment me nourrit. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui ont tendance à se dire que parfois c'est trop, et que du coup leurs consultations leur prennent beaucoup d'énergie. Moi, je sais que il y a beaucoup de fatigue, hein, et je vais pas nier ça, mais je sais que moi, ça me drive beaucoup en fait de me dire ok, je vais me poser devant mon ordinateur, et en plus tu vois, genre je fais ça de manière cool, tu vois, quand je te dis je me lève à 8h45 pour commencer à 9h, dès je me dis en fait, et en plus de ça, j'ai la chance de pouvoir aider les gens. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me drive et qui me move, parce que j'ai vraiment envie d'aider les gens, et j'ai ce, entre guillemets, ce besoin-là aussi de servir à quelque chose, et je sais que voilà, ça parle beaucoup de moi, ça, mais voilà, j'ai ce besoin-là. Donc ouais, ça me fait vraiment beaucoup de bien, et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon compte Instagram, et c'est aussi pour ça que je fais des programmes en ligne, pour aider les gens de plein de manières différentes, et pour être sûr que les gens aient accès à du soin en dépit de leur géolocalisation, en dépit de leurs troubles mentaux, en dépit de leur portefeuille, etc., etc. Donc vraiment, je dirais que ouais, What Move You, ouais, c'est vraiment l'envie d'aider, presque le besoin d'aider les gens. Ah, c'est super beau. Écoute, encore une fois, un gros merci. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé ton expérience. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui, qui ont des questions, des commentaires, ou que vous voulez juste faire du community bonding puis laisser vos talks pour tout le monde, vous pouvez contacter. Vous pouvez les mettre directement dans Spotify si jamais vous écoutez là-dessus, ou
Nos comptes Instagram sont toujours là pour répondre à vos questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Mais Bérénice, merci beaucoup. Avec J'apprécie. plaisir. Puis pour tout le monde qui écoute, on se voit lundi prochain. Bye!